Bienvenue dans un tout nouveau format. Dans ce format, nous discuterons de photos avec des histoires troublantes en arrière-plan. J'ai rassemblé un large éventail de photos. Certaines sont plus connues, tandis que d'autres le sont moins. Pour certaines, l'origine peut être claire. Pour d'autres, elle reste mystérieuse à ce jour. Comme toujours, si vous appréciez cette vidéo, j'apprécierai un abonnement. Et commençons. Cette photo, d'apparence normale, était la dernière prise de Jolie Kellen. De façon troublante, elle a été prise par la personne qui allait lui ôter la vie quelques instants plus tard. Jolie Kellen était une jeune fille née en Alabama. Elle avait un petit ami nommé Lauren Bunner. Eh bien, il était rapidement devenu son ex-petit ami. Leur rupture était due à Lauren. Il était très possessif durant leur relation. Selon les amis et la famille de Jolie, Lauren voulait que Jolie passe du temps uniquement avec lui et ses amis et il devenait jaloux si Jolie ne l'écoutait pas. Jolie a essayé de rompre avec lui à de nombreuses reprises, mais elle n'a pas réussi car il menaçait de mettre fin à ses jours chaque fois qu'elle essayait de lui parler de rupture. Donc oui, c'était une relation très toxique. Finalement, Jolie a réussi à se libérer quand elle avait environ 18 ans. Jolie a décidé de sortir avec un nouveau garçon et elle était bien plus heureuse que dans sa relation précédente. Lauren, en revanche, était évidemment complètement remplie de colère et de haine. Quelques semaines avant que Jolie parte à l'université, il l'appelait et l'invitait à une dernière rencontre pour lui dire au revoir avant qu'elle ne parte à l'université. Jolie a accepté, car elle le considérait toujours comme un ami et voulait tourner la page après leur rupture. Vers le 30 août 2015, ils ont fait une randonnée et se sont retrouvés au parc d'État de Chio, en Alabama. Pendant la randonnée, ils ont surtout commencé à parler des bons moments passés ensemble, en négligeant les mauvais aspects de leur relation. Nous arrivons maintenant à l'aspect le plus troublant de cette affaire. Lauren publiait de nombreuses photos de Jolie et de son chien Kiba sur sa page Instagram personnelle. Connaissant l'histoire, derrière ces images, il est troublant d'essayer de comprendre ce qui a pu traverser l'esprit de Lauren. Il sait qu'il documente les derniers instants de cette pauvre fille, et il semble prendre du plaisir à l'idée de savoir qu'il a le pouvoir total de mettre fin à sa vie à tout moment. C'est son choix, puisqu'il pense qu'il la possède, et chaque fois qu'il en a envie, il peut décider de prendre la dernière photo d'elle. Ce qui nous amène à ceci, la dernière image de Jolie Kellen. Une photo d'elle de dos photographiant la forêt. Une photo de dos a également enrichi sa vie. Il poussait alors un corps sans vie du haut de la falaise. Étonnamment détendu et calme, il est retourné à son camion, s'est assis sur le siège du conducteur et a appelé le 911 contre lui-même. Vers 2017, Lauren a été condamnée à 52 ans de prison et était éligible à une libération conditionnelle après avoir purgé 15 ans. Dans cette section, je vais parler de photos plutôt inconnues, obscures, effrayantes et mystérieuses. L'accent est plutôt mis ici sur l'aspect inconnu et obscur. Donc pour celle-ci, je tiens à remercier Zeus de m'avoir aidé. La photo a un aspect effrayant et mystérieux à la fois. Elle a été postée sur mon subreddit il y a quelque temps et il est dit qu'ils ont trouvé un écran inquiétant d'enfant disparu sur une borne d'arcade quelque part à Dallas, au Texas. L'image montre deux garçons. Le garçon à gauche est Stush Alan Merriman qui est né le 17 mai 1982. Le garçon à droite est Stephen Philip Curtis, né le 3 mars 1977. En haut, un numéro à appeler si vous avez des informations sur ces enfants disparus. La recherche inversée de l'image mène à un subreddit nommé Cyberpunk. Là, on peut voir un repost de RWTF indiquant qu'ils ont trouvé une publicité vieille de 40 ans pour des enfants disparus qui est apparue sur une vieille borne d'arcade dans une salle rétro. Ils précisent explicitement qu'il s'agit d'une publicité diffusée sur une borne d'arcade, ce qui signifie que les personnes qui l'ont programmée profitaient activement de la disparition de ces enfants. C'est certainement une caractéristique inhabituelle dans les jeux d'arcade. Le fil Reddit contenait aussi un lien vers un autre forum. Ce forum contient un message publié en 2017. On découvre vite que ce n'était pas un incident isolé. Il y a plusieurs enfants disparus, comme on peut le voir sur ces bornes d'arcade. L'affiche ajoute également, je cite, « En mode démo, l'écran peut afficher des photos d'enfants disparus. » Ceci est géré par les réglages du Deep Switch. Cependant, il n'y a aucune information sur le Deep Switch à ce sujet dans Multiple Arcade Machine Emulator et aucune photo dans le jeu. En pièces jointes, il y a 5 images, dont 2 publicités. Nous connaissons cette image. L'auteur du post en a ajouté une autre, donc il y a en tout 3 images différentes.
Celle-ci montre Melinda Mary Smith à gauche, qui est née le 22 octobre 1977. À droite, nous avons Avril Rose Yates, née le 9 mars 1979. Aucune information n'est disponible sur Melinda Mary Smith. La seule chose que nous pouvons trouver sur Avril Rose Yates est un article de blog qui a été publié le 28 juillet 1985. Il y est simplement indiqué qu'elle est portée disparue et qu'elle vient de Cranford, New Jersey. Ils ajoutent également qu'elle a très probablement été enlevée par son père non gardien, mais à ce jour, elle reste portée disparue. L'image montre Daniel Godfrey Owens à gauche, né le 18 juin 1980, et à droite, nous avons Charles Brent Morris, né le 24 juillet 1980. Il n'y a aucune information sur les deux, comme pour l'image initiale. Le garçon à gauche a été retrouvé peu de temps après la diffusion de l'annonce. Taj Helen Merriman a été retrouvé 3 ans plus tard après avoir été enlevé par sa propre famille. Il a été sauvé lorsqu'il a été retrouvé. Les informations concernant Stephen Philip Curtis ne sont pas confirmées. Il y a un Stephen Philip Curtis né le 3 mars 1977, date qui correspond précisément à celle affichée à l'écran dans l'annonce. Il avait une résidence jusqu'en 2017, ce qui pourrait avoir 2 significations distinctes. Premièrement, il a disparu, a été retrouvé et est sain et sauf. Ou bien, il a disparu, reste introuvable et on ignore toujours sa localisation, car ce n'est pas le Stephen Philip Curtis de l'annonce. Je pense qu'il est peu probable qu'il s'agisse de 2 personnes différentes, puisqu'elles sont nées le même jour. Il est donc probablement sain et sauf. Quant à l'intention derrière ces annonces, il y a eu une interview avec un des premiers développeurs nommé Denis Coble, où on lui demandait « Vous souvenez-vous de quelque chose à propos des photos numérisées d'enfants disparus dans certains jeux d'arcade Sentia et comment Sentia en est venue à les inclure ?» Jusqu'à présent, je n'ai trouvé que 2 jeux Sentia, Minigolf et Stompin qui les présentaient pendant le mode attractif. Denis dit, je cite, « Je me souviens que vers la fin de la création du jeu, quelqu'un a suggéré d'ajouter la fonctionnalité des enfants disparus, mais je ne me rappelle plus exactement qui. L'interlocuteur suggère alors que le FBI aurait pu en faire la demande, ce à quoi Denis répond qu'il est probable que le FBI ait été impliqué, mais que Santi, la société derrière le jeu, était une très petite entreprise qui a fait faillite en 1988. Donc, il est assez peu probable qu'ils aient contacté une si petite société pour une telle demande. De plus, si l'on regarde de plus près les images, on peut voir qu'il y a une autre entreprise impliquée. Foundation Hide and Seek. Il n'y a pratiquement aucune information sur cette entreprise, donc il faut vraiment creuser en profondeur pour trouver quelque chose de concret. Grâce à Wayback, on a pu trouver un magazine datant de 1986. Il n'y a qu'une seule page de ce magazine consacrée à l'entreprise. Sur cette page, on apprend que cette entreprise a détourné des fonds qu'elle avait reçus par le biais de dons. Après l'enquête, ils ont été retirés en tant qu'affiliés par le réseau des enfants disparus. Personnellement, je pense qu'il est plus plausible que, plutôt que le FBI ait contacté Santi Technologies, ce soit la fondation Cash Cash, qui utilisait ces fonds pour promouvoir ses annonces d'enfants disparus sur des bornes d'arcade. Cependant, cela reste un mystère et relève de la spéculation. Il en va de même pour la localisation de la plupart des enfants figurant dans ces annonces. Voici une dernière image d'André Macaulay, âgé de 39 ans. Cet homme était seul sur son kayak, au milieu de nulle part. André était un homme déterminé. Il voulait être le premier à faire du kayak de l'Australie à la Nouvelle-Zélande, parcourant 1600 km à travers le sud de la mer de Tasman. Il entrerait dans l'histoire s'il atteignait cet objectif. Cette zone est connue pour son temps régulièrement orageux, donc c'était extrêmement risqué dès le départ. Il a estimé que traverser les 1000 miles de la mer de Tasman prendrait environ 1 mois. Pour un voyage de cette longueur dans cette partie du monde, il n'existe pas de fenêtre météo, donc il connaissait les risques. Pendant 10 ans, il s'était entraîné pour ce jour, effectuant de multiples traversées dans des conditions météorologiques épouvantables. Il était confiant, donc il a relevé le défi. André était très réussi dans sa tentative avec 120 km restants et il a presque marqué l'histoire. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'un garde-côte a reçu une transmission de quelqu'un s'identifiant comme Kayakuna. J'ai une situation d'urgence. Je suis dans un kayak. À environ 30 km de Milford Sound. J'ai besoin d'être secouru. Mon kayak est en train de couler. Je suis tombé à la mer. Et je suis en train de couler.
Étrangement, la famille d'André pensait que cet enregistrement n'avait rien d'inquiétant. Plusieurs raisons expliquaient leur état d'esprit. Dans l'enregistrement, la voix d'André était presque incompréhensible. N'importe qui aurait pu faire cette transmission. De plus, André avait envoyé un message à sa femme Vicky quelques jours plus tôt, disant qu'il arriverait sain et sauf dimanche. Il a envoyé le message jeudi, à peine un jour avant que la transmission n'ait lieu. De plus, Vicky était également enceinte, donc elle devait vraiment rester positive. Avec tous ces éléments, l'enregistrement a vite été considéré comme un canular. Ils ont néanmoins effectué une brève recherche au cas où. Après 24 heures, ils ont retrouvé son kayak à seulement 54 km de Milford Sound, mais André était introuvable. À ce jour, il reste introuvable. Étonnamment, la caméra vidéo qu'il utilisait pour documenter son voyage a été retrouvée intacte dans le kayak, nous donnant un aperçu de l'état d'esprit et de la situation d'André. Je suis vraiment inquiet de ne plus revoir ma femme, mon petit garçon. Et j'ai très peur. C'est à quoi ressemble une journée, au milieu d'une vie, et j'allais commencer à pagayer aujourd'hui, mais ça devient un peu agité, alors j'ai décidé de ne pas le faire. Je vais me recoucher et retourner dormir un moment. J'ai tellement de choses auxquelles retourner. J'ai une femme magnifique, j'avais un fils magnifique, un petit bout de chou, c'est juste le gamin le plus adorable du monde. Donc, pour la première, elle a l'air très étrange et il peut être difficile d'imaginer l'origine de cette image. Il existe aussi une version en noir et blanc de cette image qui est encore plus effrayante. Cette image a été partagée sur plusieurs subreddits comme RCRIP et ROWTF. Sur l'image, on peut voir un enfant assis sur un lit et regardant la caméra, tandis que 4 adultes déguisés en Télétubbies l'entourent. À l'arrière-plan, une affiche de l'ancien footballeur néerlandais Dennis Bergkamp, à côté d'images typiques d'une clinique. En considérant tous ces éléments, on peut supposer que cette photo a été prise dans un hôpital. En fait, on peut extraire beaucoup d'informations rien qu'à partir de cette image. Commençons par l'affiche de Dennis Bergkamp à l'arrière-plan. Si on fait une recherche d'images inversées, on tombe sur un lien eBay désormais mort. Sur Wayback Machine, on trouve une affiche faite main de Dennis Bergkamp. En regardant la description de l'annonce eBay, le vendeur indique que le méga-poster provient d'un magazine de football des années 1990 appelé Match. Le magazine Match était britannique, donc il est probable que la photo ait été prise quelque part en Angleterre. eBay nous a donné une période allant de 1990 à 2000. En faisant des recherches avec ces informations en tête, nous trouvons un article de blog de 2014 où il parle du magazine Match du 31 octobre 1998. Ils joignent également une image de la couverture du poster. Sur le côté droit, on peut voir qu'il s'agit bien du magazine que nous recherchions puisqu'il est écrit Dennis Bergkamp Mega Poster. L'article de blog évoque aussi Halloween. Avec tout cela en tête, l'emplacement de l'image originale est au Royaume-Uni, très probablement dans un hôpital et pendant Halloween. L'enfant sur l'image n'a pas l'air mal à l'aise, donc la théorie est qu'il s'agit d'un événement caritatif du type Make-A-Wish pendant Halloween, d'où les costumes effrayants sur la photo. Il y a plusieurs autres images qui semblent de plus récentes et les costumes sont très similaires et ils rendent visite aux enfants dans les hôpitaux. Si on revient au post sur RCRIP, l'auteur précise aussi qu'il a remarqué la photo sur un mur dans le service pédiatrique d'un hôpital anglais sous le titre « Célébrités qui nous ont rendu visite ». Je ne sais pas ce que ce titre signifie exactement. Les captures d'écran que vous voyez en ce moment font partie des images de vidéosurveillance qui montrent les derniers instants de Timothy Pitson avant qu'il ne disparaisse à jamais. Cela ressemble à une scène tout à fait normale. Un garçon et sa mère, il n'y a aucune contrainte, aucun signe de mauvaise intention. Mais à peine quelques heures après que ces images ont été enregistrées, la mère s'est enregistrée dans un motel et s'est suicidée, laissant une note indiquant que Timothy est en sécurité mais qu'il ne serait jamais retrouvé. Le 11 mai 2011, James Pitson a déposé son fils Timothy à l'école. Peu après, sa mère Amy Pitson est venue le récupérer, mentant au personnel sur une urgence familiale. Tous les deux ont été filmés par une caméra en quittant l'école. Plus tard, James Pitson est allé chercher son fils à l'école, mais il avait déjà quitté depuis un moment.
Sa femme ne répondait pas à ses appels, alors il les a signalés disparus. Alors qu'Amy ne répondait pas aux appels de James, elle parlait à sa mère, la rassurant en lui disant qu'ils allaient au bien et qu'elle serait bientôt de retour à la maison. Amy a emmené Timothy pour un séjour de 3 jours dans divers parcs d'attractions et aquatiques. Les images de surveillance le montrent marchant main dans la main et Timothy jouant avec des jouets qui ont également été retrouvés plus tard par la police. Voici les derniers instants de Timothy enregistrés sur vidéo. Peu après, Amy a été vue seule sur les caméras de sécurité d'un magasin à $1 en Illinois. Cette nuit-là, elle s'est enregistrée dans un motel à Rockford et semblait être seule. Le lendemain, elle a été retrouvée morte d'une overdose d'antihistaminiques. Les agents ont découvert 2 lettres rédigées par Amy. L'une était pour une amie et l'autre pour sa mère, indiquant que Timothée allait bien et était en sécurité, mais ajoutant « Vous ne le retrouverez jamais ». Après une recherche très approfondie dans 3 États, la police n'a pas pu retrouver Timothée. Bien que la police ait trouvé une quantité inquiétante de sang dans le véhicule utilitaire sport d'Amy, les enquêteurs ont conclu qu'il devait s'agir d'un ancien saignement de nez. Il restait donc un peu d'espoir que Timothée soit sain et sauf, mais la plupart des gens pensent qu'il a disparu depuis longtemps. Des années plus tard, le 3 avril 2019, la police a trouvé un garçon bouleversé affirmant être Timothée. Le FBI a rapidement démenti, affirmant que l'adolescent n'était pas Timothée. Timothée reste introuvable à ce jour. Nous savons tous ce qui s'est passé ce jour-là. L'assassinat du président John F. Kennedy est l'un des événements les plus controversés de l'histoire américaine. Bien que Lee Harvey Oswald ait été désigné comme le seul tireur responsable de la mort de John Fitzgerald Kennedy, de nombreuses théories du complot entourent les événements de ce jour-là. L'un des mystères les plus intrigants est l'identité de la soi-disant Dame Babouchka. La Dame Babouchka est le surnom donné à une femme inconnue, qui était présente lors de l'assassinat et a tout filmé et photographié. On l'a appelée la Dame Babouchka à cause du foulard qu'elle portait, similaire à ceux portés par les femmes russes âgées appelées babouchkas. La Dame Babouchka est une figure mystérieuse qui intrigue les enquêteurs depuis des décennies. On l'a vue sur des films et des photos prises sous plusieurs angles différents, mais personne n'a pu l'identifier ni déterminer ce qu'elle faisait là. La Dame Babouchka a été vue en train de prendre des photos et d'enregistrer les événements de l'assassinat, ce qui fait d'elle un témoin clé, mais son film ou son appareil photo n'a jamais été retrouvé. Certains pensent que le gouvernement l'a peut-être confisqué, mais il n'existe aucune preuve concrète pour étayer cette théorie. La Dame Babouchka se tenait près du talus herbeux à la place d'Ely, un endroit où de nombreux témoins affirment avoir entendu les coups de feu. D'aucuns croient que son film ou appareil photo contiendrait des preuves cruciales susceptibles d'éclairer l'affaire sous un nouveau jour. Certains pensent qu'elle était un agent du gouvernement ou un membre d'une organisation secrète impliquée dans toute l'opération. En 1970, Beverly Olivier a déclaré être la Dame Babouchka. Elle a déclaré qu'elle avait filmé toute la scène et remis les bandes à 2 hommes qui prétendaient être des agents du FBI. Ces affirmations n'ont jamais été prouvées et il est incertain qu'elle était réellement la Dame Babouchka sur les photos et vidéos. Malgré de nombreuses enquêtes et tentatives pour l'identifier, la Dame Babouchka reste un mystère. Son identité et ses intentions demeurent inconnues à ce jour. Bien que la vérité sur sa présence ce jour fatidique reste peut-être à jamais inconnue, son histoire fascine toujours ceux qui enquêtent sur cette affaire. Dans l'affaire de Travis Alexander, plusieurs photos prises à quelques minutes d'intervalle se révèlent normales, le montrant sous la douche. Cependant, l'une d'elles se démarque des autres. C'est une photo de lui regardant l'objectif, apparemment sous une forte contrainte. C'était l'une des dernières images de Travis. L'affaire de Travis Alexander est l'une des plus effrayantes et tristement célèbres qui soit, et vous en avez probablement déjà entendu parler. Dans cette vidéo, nous allons approfondir l'affaire en explorant le contexte, l'enquête, le procès et le verdict. Travis Alexander était un homme d'affaires prospère et un mormon dévoué vivant à Mesa, en Arizona. Il était apprécié de tous et avait un large cercle d'amis et de famille. En 2006, il a rencontré Jodi Arias lors d'une conférence à Las Vegas et ils ont vite entamé une relation. Leur relation était tumultueuse avec de nombreuses ruptures et réconciliations. Le 9 juin 2008, Travis a été retrouvé décédé chez lui. Sa vie lui a été enlevée de manière très brutale. Il a été poignardé 27 fois. La police a immédiatement lancé une enquête et tous les indices désignaient Jodi Arias, sa propre petite amie. Jodi a d'abord nié toute implication, mais à mesure que les preuves s'accumulaient contre elle, elle a changé sa version des faits. Elle a finalement affirmé avoir tué Travis en état de légitime défense. Elle a affirmé que Travis avait été violent physiquement et émotionnellement envers elle, la forçant à se défendre.
Souvenez-vous de son histoire de légitime défense pour plus tard. Le procès de Jodi Arias a été un cirque médiatique avec des journalistes et des caméras du monde entier envahissant la salle d'audience. Selon l'accusation, Jodi aurait tué Travis dans un accès de jalousie suite à leur rupture. Ils ont présenté des preuves du harcèlement de Jodi et de sa jalousie envers les autres femmes proches de Travis. La défense a affirmé que Jodi avait subi des violences de Travis. Ils ont présenté des preuves du comportement violent présumé de Travis et de ses antécédents allégués de déviance sexuelle. La défense a également suggéré que Travis avait des liens avec le cartel mexicain et que son décès pourrait être lié à son implication avec eux. Après un long procès très médiatisé, Jodi Arias a été reconnu coupable en 2013. Le jury n'ayant pas réussi à s'accorder sur la peine capitale, Jodi a été condamnée à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Initialement, elle a déclaré avoir agi en légitime défense en lui ôtant la vie. En prison, lors de son interrogatoire, elle donnerait une version totalement différente. J'ai été témoin de l'agression de Travis par 2 autres personnes. Ils ont pénétré chez lui et nous ont attaqués. Je regrette d'avoir abandonné mon ami. Tu as l'air coupable ici. 2 personnes ont pris la vie de Travis. Tu n'as pas tiré sur Travis. Non. Tu ne l'as pas poignardé 27 fois. C'est odieux. Je ne m'attendais pas à ce que tant de gens rejoignent le Patreon, les gars. Honnêtement, il y a tellement de noms à l'écran maintenant que j'ai eu du mal à tous les faire rentrer. Et je vais essayer de les lire aussi vite que possible pour que cette vidéo ne dure pas 10 heures de plus. Je remercie nos généreux mécènes, Amy C, Hélène Herberl, Alexandre Fairchild, Anastasia, André 906, Babylon Lion, BKB, Body, Brian Cave, Brian O'Shuff, Kellen Bowman, Cam L'Homme Gelé, Cameron Michit, Cassie Locke, Cassandra, Chastity Dijon, Chris Stump, Christopher, Cortana Nightwalker, Krebs Hugen, Daniel Gildia, Darken Lil, Dennis Greasefire, Diamond X Dust, Digital Capybara, Druffy Dylan, Edgar, Evie Meyer, Ghoulcuff, Jason Guermont, Jeb, Jennifer Gilmore, Jody, John Wick, Jonathan Villarreal, K4S, Silver Castro, Vank de King Cooken, Letter on Net, Len Little Ruse, Lunarius, Lyri Andromeda, Madia Schoenberger, Mandy Johnston, Matt Overt, MJ Momodunia, Nathalie Weston, Nick Castle, Noodles, Paige Brecky, Pip from Weki, Repside, Riley Bear, Race FM, Silly Cow et Sumitra Saka. Tequila Mark Kingbird, Topka, Trip, Uncle Bifus, Ladislav Kochevi, Waki, merci à vous tous, à la prochaine.